principales des institutions financières et des grandes entreprises internationales. Il est déjà sur scène, c'est-à-dire qu'il veut gagner chaque minute compte. Monsieur Badr Belhaj, sur l'applaudissement, s'il vous plaît. Merci infiniment. Normalement, après un délicieux déjeuner, on prend une délicieuse sieste. Je vais essayer de chasser cette sieste avec, bien sûr, le topic de cette présentation qui est d'essayer de vous naviguer à travers les cybermenaces liées aux actifs numériques. Tenez bien, c'est un sujet qui est hyper important et je crois qu'il vous concerne tous. Donc, on va essayer de naviguer, bien sûr, cette thématique à travers 4 axes. Donc, on va voir la métamorphose actuelle que le monde de la cybersécurité est en train de vivre. Et donc, on va voir aussi quels sont les risques et comment les gérer, bien sûr, les risques liés aux actifs numériques. On va voir quelques exemples de risques émergents et, bien sûr, voir comment peut-on créer des systèmes d'actifs numériques qui sont résilients. Et j'aimerais, si j'ai le temps, de parler d'une expérience qui est très importante, qui est de sécurisation du système RTGS en utilisant la technologie blockchain. Donc si on a assez de temps, je crois. Déjà, le timer n'a pas starté, donc c'est très bien. Donc, si je veux décrire ce qui se passe actuellement dans le monde de la cybersécurité, je ne trouverai pas mieux que les propos de la directrice de l'AMF qui a annoncé tout récemment que les systèmes ou le système monétaire mondial n'est pas prêt face aux cybermenaces de l'IA. Et donc, ce n'est pas un consultant qui est en train de vous vendre quelque chose, mais c'est quelqu'un qui honnêtement exprime son idée. Donc, elle a tout à fait raison parce qu'actuellement, on est face à ce que j'appelle le AI apocalypse. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, comme le partagent presque tous les experts de la cybersécurité, l'IA constitue le grand problème pour la cybersécurité. Et je vais rapidement, dans quelques slides, vous montrer pourquoi. Je crois que vous êtes déjà conscient, parce que je crois que vous avez entendu parler de ces news. Par exemple, un système AI qui s'appelle XBOW, qui est classé actuellement le premier dans une plateforme légendaire qui est HackerOne, sur laquelle normalement on divulguait ou plutôt déclarait les vulnérabilités. Donc on a une AI qui dépasse les humains, c'est 2025. Aussi on a vu par exemple des systèmes comme Opus ou Mythos qui ont pu découvrir des vulnérabilités cachées pour des dizaines d'années dans des systèmes open source. Pire que ça, on a même observé qu'il y a des APT qui utilisent l'intelligence artificielle pour créer toute la chaîne d'attaque et donc l'automatiser. Et donc, actuellement, à l'aide de l'intelligence artificielle, on a 2 problèmes majeurs. Le premier, c'est l'explosion de nombre des vulnérabilités zero day qui sont découvertes par l'intelligence artificielle. C'est quoi une zero day vulnérabilité ? C'est une vulnérabilité qu'on ne connaît pas. Elle est méconnue de l'ensemble des acteurs. Et donc, on a une explosion juste l'année dernière, par exemple, selon les statistiques de Zero Day Initiative, qui a démontré que le volume de découverte des vulnérabilités Zero Day s'est multiplié par 5. Pire que ça, le deuxième problème, c'est que le délai entre la déclaration, la découverte de la vulnérabilité et son exploitation est passé d'une année vers 1 mois, vers actuellement de l'instantané. Donc on découvre la vulnérabilité avant que vous-même vous ne soyez averti, elle est déjà en cours d'être exploitée. Et deuxième problème majeur actuellement pour la cybersécurité, bien sûr, de tous les systèmes, inclus les cryptoactifs ou les actifs numériques, c'est les supply chain attaques. Il y a une explosion aussi des nombres de supply chain attaques. C'est quoi une supply chain attaque ? C'est au lieu de vous attaquer directement, je vais attaquer des outils ou des partenaires avec lesquels vous travaillez. Par exemple, dans les actifs numériques, on utilise tous des systèmes open source. Pourquoi ? Parce que l'open source, c'est une garantie de la confiance que nécessitent ces actifs numériques. Et tenez bien, l'ensemble des packages, par exemple, open source qui sont vulnérables ou qui sont malicieux, ils sont en train d'aller exponentiellement. Et donc, on peut comprendre parce que, bien sûr, c'est plus facile de créer des packages malicieux à l'aide de l'IA, mais c'est aussi un shift dans la mentalité des hackers qui ont trouvé ce maillon faible qui essaie bien sûr de le monétiser après. Et donc, on a compris l'utilité de l'IA pour ces gens-là, mais pire que ça, le coût de l'IA est en train de s'effondrer. Donc, ce qu'on est en train de vivre actuellement va se multiplier, s'aggraver avec le temps, tout simplement. Et donc,
On doit changer d'hypothèse parce que les systèmes actuels qu'on est en train d'opérer dans tous les secteurs, inclus les actifs numériques, doivent changer de paradigme parce qu'on a des systèmes qui ont été créés pour des situations, d'anciennes situations dans lesquelles on peut avoir des systèmes qui sont bien sûr patchés dans des cycles bien sûr qui sont hebdomadaires ou autres. On a des attaquants qui sont moins rapides. Actuellement, on est dans une situation qui change drastiquement et donc on doit s'adapter à cette situation. Donc si on parle d'actifs numériques, comme vous le savez, les actifs numériques ne sont pas une seule classe. Donc il y a les CBDC, stablecoins, dépôts tokenisés qu'on n'a pas mentionné tout à l'heure, mais aussi les tokens real world assets tokenisés et aussi les protocoles DeFi. Et tous ces actifs-là, ils se partagent un seul attribut, le fait qu'ils attirent ces attaquants parce qu'ils représentent des systèmes qui sont numérisés, ça primo, et secondo, parce que c'est des systèmes qui gèrent de la valeur en masse. Généralement, c'est des milliards de dollars, et donc, par conséquent, les attaquants préfèrent d'attaquer ces systèmes parce qu'ils représentent un bon ROI. Et c'est quand on parle d'attaquants, on a même des attaquants, bien sûr, qui sont sponsorisés par des États, des attaquants, bien sûr, qui ont des organisations criminelles et d'autres. Et donc, vu qu'on a ce risque, donc normalement, on doit shifter aussi la façon dont on gère le risque. Donc, au lieu de gérer le risque d'une façon qui est classique, cloisonnée ou plutôt fermée, chacun dans son coin, on doit partir ou shifter vers une gestion de risque qui est intégrée, ce qu'on appelle le IRM, Integrated Risk Management. Et donc, au lieu d'avoir chacun en soi, donc on part vers un sport collectif où on gère le risque d'une façon collective et d'une façon holistique pour avoir une vision sur tout le système et par conséquent le gérer d'une façon qui est très pertinente. Et donc, je vais passer parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, normalement, il y a un constat selon mon expérience dans ces systèmes. Donc, quand on veut gérer soit les risques cyber ou les autres risques qui existent, il y a un problème, c'est que les frameworks ou les guides actuels ont des gaps et ne sont pas adaptés au système d'actifs numériques. Et par conséquent, il y a bien sûr des expériences récentes ou même des tentatives de pallier à ce vide-là. Et on a par exemple le projet Polaris qui a été bien sûr initié par le BIS. Et l'idée, c'est de voir comment peut-on appliquer des frameworks de sécurité, bien sûr pour sortir en quelque sorte avec une vision claire pour gérer les risques et sécuriser les systèmes de CBDC dans ce cas. Et aussi, par exemple, on a une réponse de MitraAttack. Donc, c'est une organisation qui a mis en place un framework ou un guide pour le threat modeling, c'est-à-dire la gestion des vulnérabilités, qui est très adapté pour les actifs numériques. Donc, c'est des réponses qui sont récentes, mais qui sont insuffisantes. Donc, j'ai aimé de passer le message que c'est-à-dire les standards que vous connaissez, que vous utilisez dans les systèmes classiques, etc., ne sont pas nécessairement adaptés et ne vont pas donner des résultats qui sont des résultats souhaitables. Je passe. Donc là, je vais donner des exemples rapides, bien sûr, des risques qui existent. Donc on a ce qu'on appelle les cross-chain bridges. Le problème avec les actifs numériques, c'est qu'ils vivent dans des silos isolés. Donc généralement, on a besoin de cross-chain, c'est-à-dire pour permettre de transfert de valeur. Et les hackers aiment ce type parce que c'est un maillon faible dans la chaîne. Et par conséquent, on peut faire croire à une chaîne, par exemple, qu'une valeur existe sur la chaîne A pour permettre, par exemple, d'envoyer un message de déblocage de valeur sur chaîne B. C'est comme créer de la monnaie de thin air, c'est-à-dire sans valeur réelle. Et bien sûr, il y a aussi le risque de KYC avec ce qu'on appelle agentic payment. Actuellement, il y a une tendance, c'est le fait que les actifs numériques, c'est la meilleure solution pour un agent AI pour payer. Et donc, le problème de KYC sera shifté vers ce qu'on appelle Know Your Agent. Donc, comment on va gérer cette relation avec l'agent au lieu avec l'humain. Dernier point, c'est le quantum threat. J'ai entendu dans la matinée un collègue qui a parlé de ce risque-là, mais le risque il est plus imminent parce qu'on a déplacé le Q-Day vers 2029, c'est demain. Et c'était, bien sûr, c'est la pronostic, ou plutôt selon les calculs de Google, parce que récemment, ils ont publié 2 articles qui ont bouleversé le monde de la cryptographie. Moi, j'ai fait de la cryptographie, je sais de quoi s'agit-il. Donc, on a réduit le nombre de qubits, c'est-à-dire, on peut dire
c'est correct, c'est comme réduire le nombre de processeurs nécessaires pour casser la cryptographie qu'on utilise dans le système, par exemple comme Bitcoin ou tous les systèmes cryptoactifs classiques ou même les systèmes financiers classiques. C'est de réduire c'est-à-dire ce qui est nécessaire ou ce qui est demandé en termes de qubits de 10 millions à un demi-million. Donc c'est vraiment une chute qui est majeure. Et c'est pour ça qu'ils ont révisé bien sûr le Q-Day, c'est-à-dire le jour où on aura le quantum computer, vers 2029. Et donc actuellement, il y a presque un certain nombre de pays qui sont en train d'accélérer, je ne vais pas dire accélérer pour ne pas jouer le rôle d'un consultant, mais plutôt de travailler sur la thématique, parce que c'est une thématique très importante. Auparavant, c'était un sujet qui revenait, mais cette année, il va revenir en force, parce que comme j'ai dit, on a des appuis techniques qui ont démontré que le danger est plus près qu'on le croyait, malheureusement. Donc rapidement, les actifs numériques ne sont pas que des risques, ce n'est pas que des problèmes. Il y a un avantage majeur, c'est le fait d'utiliser les actifs numériques pour avoir une vision en réseau pour les échanges qui circulent entre les banques. Donc il y a une étude qui a été faite qui démontre qu'une telle vision peut réduire, ou plutôt augmenter la capacité de détecter les comptes mules de à peu près 85%. Donc on peut avoir une meilleure gestion de blanchissement d'argent en utilisant ces actifs numériques. Alors, ça, presque je termine. Donc on parle, c'est-à-dire face à ces risques-là, qu'est-ce qu'on doit faire normalement? On doit changer aussi de paradigme. Au lieu de parler, on doit sécuriser nos systèmes, on doit parler, ou plutôt on doit dire comment je peux créer un système résilient ou rendre mon système résilient. Mesdames et messieurs, je crois que tous vous connaissez Bitcoin. Bitcoin n'a ni RSSI, ni firewall, ni un budget de sécurisation, mais c'est le système le plus sécurisé sur la planète. Pourquoi? Parce que c'est un système qui est résilient. Ce n'est pas un système sécurisé. Et la résilience, c'est une notion, bien sûr, qui est en train d'apparaître aussi dans les systèmes classiques. Donc il y a actuellement il y a une étude qui a été faite par le World Economic Forum qui essaie aussi de pousser cette mentalité, cette logique de résilience, cyber-résilience, et il a même créé ce qu'on appelle un Resilience Compass, ce qui peut vous aider en quelque sorte à détecter est-ce que votre système, votre organisation dans la totalité, elle est résiliente ou non. Parce que la résilience, c'est quoi? C'est la capacité de prévoir, de contrer et d'opérer tout en étant attaqué. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait de se protéger contre les attaques au début, mais d'opérer tout étant attaqué. Donc ça, c'est presque le dernier slide. Donc je suis dans les délais. Donc l'expérience que j'ai voulu partager avec vous, donc brièvement, donc c'était de sécuriser le système RTGS que vous connaissez tous en utilisant la blockchain. Donc l'idée, c'était un peu servir un ensemble de projets ou d'objectifs. Le premier objectif, c'est d'harmoniser le niveau de sécurité, parce que les problèmes actuellement, vous êtes une banque centrale, vous avez la meilleure sécurité, j'espère, et vous avez des partenaires avec lesquels vous travaillez. Donc on n'a pas le même niveau de sécurité. Donc en utilisant un système distribué, donc l'objectif dans ce cas était d'harmoniser le niveau de sécurité dans toute la chaîne. Aussi, il y avait l'idée, bien sûr, de connecter l'RTGS avec des actifs numériques et aussi permettre cette synchronisation avec les réseaux qui existent. Donc je peux demain avoir un smart contract sur un DLT qui fait, je ne sais pas, gestion de la tokenisation, et automatiquement le paiement va passer sur le SWIFT, sur le RTGS. Donc l'idée, c'était vraiment de moderniser l'RTGS, mais aussi de suivre une politique qui est très intelligente. C'est que pour découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas, je pars d'un périmètre que je maîtrise parfaitement. Les RTGS, c'est un domaine qu'on maîtrise, les banques centrales maîtrisent parfaitement, et donc ils ont utilisé ça comme un point de départ. Je m'excuse. Ça, c'est le dernier slide, c'est quelques recommandations. Donc, recommandation numéro 1, il y a actuellement, bien sûr, des idées très intéressantes dans le monde de sécurité et qui tournent autour, bien sûr, du fait comment on conçoit le système lui-même. Donc, il y a l'approche, ce qu'on appelle Zero Trust Model. Il y a aussi tout ce qui est sandboxing, Shift Left Security, c'est-à-dire la sécurité. Il commence avec le produit lors de sa phase de conception et bien sûr, de développement, ne pas vient en aval.
Il y a aussi la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, ce qu'on appelle actuellement le SBOM, Security Bill of Material. Maintenant, c'est un concept très clé. Je dois savoir la totalité des dépendances que soit mon fournisseur, soit même j'utilise. Donc, je ne conçois pas comment un client il consomme un service, mais il ne demande pas à son fournisseur son SBOM. Et actuellement, avec la réglementation, par exemple, DORA ou autre, donc c'est devenu presque obligatoire. Donc, juste pour shifter rapidement, il y a l'aspect régulation, c'est un aspect hyper important, non pas la régulation des cryptoactifs ou des actifs numériques, mais la régulation, je vais m'éloigner un petit peu, mais plutôt réglementer la résilience cyber des opérateurs, comme l'a fait DORA, ou plutôt Resiliency Act ou autre. Et pour terminer, il faut remplir le knowledge gap. Ça a été mentionné à plusieurs reprises, et donc il faut le remplir, comme j'ai dit, soit de partir d'un périmètre contrôlé vers un périmètre bien sûr moins contrôlé que celui des actifs numériques. Et pour terminer, je vais réutiliser l'exemple qui a été mentionné dans la matinée, c'est que les actifs numériques, c'est un ballon dans un terrain de foot. Sans une meilleure sécurité, vous allez jouer dans un terrain sans gazon. Merci. Merci, M. Badr. On va plus loin dans la métaphore, effectivement, footballistique. Et ça nous permet de vous applaudir et encore une fois de vous remercier. M. Badr Belhaj, que je vous demande d'applaudir, directeur technique CTO chez M-Chain, cabinet conseil spécialisé dans les infrastructures de registres distribués. Alors, n'hésitez pas à aller les rencontrer parce qu'effectivement, on veut se nourrir de tout ça. Lorsque je me rapproche de vous, ce n'est pas une attaque cyber terroriste, mais au contraire, c'est pour m'assurer que le temps fonctionne et qu'on peut avoir le bénéfice d'entendre tout le monde. Merci infiniment encore une fois. Troisième keynote speaker, toujours dans ce troisième panel-là. Cette fois-ci, on va aller s'intéresser avec un associé de chez Boston Consulting Group, au bureau de Casablanca. Il accompagne de grands